Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue à ce 7e cours sur l'électrostatique, vidéo numéro 46. Aujourd'hui, nous allons voir le flux électrique et le théorème de Gauss avec quelques applications. Le flux électrique. Définition, on appelle flux du champ électrique à travers une surface la grandeur phi égale l'intégrale de EdS. Donc si on a une surface, le flux à travers cette surface, c'est égal à l'intégrale du champ électrique E par le vecteur surface. ds, c'est le vecteur de la surface élémentaire. Il est toujours normal à la surface, donc toujours perpendiculaire à la surface, et dirigé vers l'extérieur du volume limité par la surface. Donc on a ici E, on a ici ds. Si θ est l'angle compris entre E et ds, on aura phi, c'est-à-dire le flux à travers cette surface, est égal à l'intégrale de surface E fois ds. Remarquez qu'ici, il n'y a pas de vecteur cosinus θ. L'unité du flux électrique est le Weber. WB, son équation en dimension est phi égale L à la puissance 3, T à la puissance moins 3 et A à la puissance moins 1. Une longueur par un temps par une intensité électrique. Théorème de Gauss. Le théorème de Gauss exprime la relation entre le flux électrique, c'est pour ça que nous venons de définir le flux, à travers une surface fermée et le nombre de charges présentes à l'intérieur du volume entouré par cette surface. Donc voilà le but du théorème de Gauss. Trouver la relation entre le flux électrique et le nombre de charges présentes à l'intérieur du volume entouré par cette surface. Par exemple, soit qu'une charge ponctuelle positive, elle produit un champ électrique radial dirigé vers l'extérieur de module, comme nous l'avons vu. ER, c'est égal à K, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur R au carré. On choisit comme surface fermée une sphère dont le centre est la charge Q. Donc la charge est là. Nous, on va choisir une surface fermée, c'est la surface d'une sphère. Donc la charge est au centre de cette sphère qu'on imagine creuse. Puisque nous sommes dans le cas d'une sphère, tous les vecteurs surface élémentaire ds, comme on le voit ici, sont radiaux, c'est-à-dire qu'ils sont portés par le rayon qui passe par Q. Ils ont donc la même direction que E. Donc dans ce cas, le cosinus c'est égal à 1. D'où EdS c'est égal à 0, c'est-à-dire l'angle compris entre E et ds est égal à 0. Ça veut dire que cosinus 0 c'est égal à 1. On continue. Le flux électrique élémentaire à travers la surface élémentaire ds est dφ, au lieu d'écrire phi puisque c'est le flux élémentaire, dφ c'est égal à EdS, c'est égal à EdS puisque les deux vecteurs sont parallèles. Par intégration, on obtient, donc on va intégrer cette expression-là, phi égale l'intégrale de surface EdS, c'est-à-dire l'intégrale de K, Q sur R au carré, ça c'est E, le module de E, et ça c'est ds. Puisque le rayon de la sphère est constant, on a phi égale K, Q sur R au carré, donc on fait sortir le R puisque c'est une constante, il nous reste l'intégrale de ds. Or, on sait que la surface d'une sphère, c'est égal à 4 pi R au carré. Après remplacement ici, on va obtenir finalement que le flux phi, c'est égal à la charge Q sur epsilon 0. Résultat, le flux du champ électrique sortant de la sphère, quel que soit son rayon,
au centre de laquelle se trouve une charge ponctuelle positive Q supérieure à 0 est égale à Q sur epsilon 0. Dans le cas où Q est négatif, le champ électrique E est dirigé vers le centre, c'est-à-dire dirigé vers la charge, et le flux électrique phi est négatif car l'angle entre E et ds serait égal à pi et cosinus pi c'est égal à moins 1. Donc phi c'est égal à moins E ds. Généralisation. Le résultat obtenu par le calcul pour une seule charge, qui est un cas particulier, est vérifié dans le cas général, c'est-à-dire si on considère une surface fermée quelconque, mais renfermant une charge, plusieurs charges, Q1, Q2, Q3 jusqu'à Qn. Quel que soit leur signe, on démontre dans ce cas que le flux est égal à l'intégrale EDS, c'est égal à la somme algébrique de toutes les charges qui se trouvent à l'intérieur de cette surface, fois 1 sur epsilon 0, c'est-à-dire égal à Q, c'est-à-dire ici la charge I, ça veut dire ici intérieur, sur epsilon 0. On va énoncer maintenant, et c'est ça le théorème de Gauss, dans l'énoncé. Le flux d'un champ électrique à travers une surface fermée est égal à quoi? Est égal à la somme algébrique des charges se trouvant à l'intérieur du volume limité par cette surface divisé par la permittivité du vide, epsilon 0. C'est-à-dire, mathématiquement, phi est égal à la somme de toutes les charges qui se trouvent à l'intérieur du volume limité par cette surface sur epsilon 0. Ça, c'est le théorème de Gauss. Intérêt de ce théorème-là. Quel est son intérêt? Ce théorème facilite et simplifie le calcul du champ électrique produit par une distribution simple de charge. Donc, c'est dans le cas d'une distribution simple de charge. Dans ce qui suit, nous allons aborder quelques exemples pour préciser la méthode d'application du théorème de Gauss. Nous allons voir comment appliquer le théorème de Gauss. Application du théorème de Gauss. Donc, première application, quel est le champ créé par une charge ponctuelle? Vous avez ici l'énoncé en arabe. وأذكر أن كل هذه الفيديوهات بالفرنسية تقابلها فيديوهات باللغة العربية للذين يهمهم الأمر، والفيديوهات بالفرنسية تحمل نفس الأرقام، أرقام فيديوهات باللغة العربية. Donc, réponse à cette question-là, on considère la charge Q comme centre d'une sphère de rayon R, comme nous venons de le dire. Donc le champ électrique E est radial et sortant. La surface de la sphère est S égale 4πr au carré. On intègre cette expression-là, donc on écrit ES, qui est l'intégrale de EDS, égale Q sur epsilon 0. Ici nous avons qu'une seule charge. Donc Q sur epsilon 0, ce qui nous donne le champ électrique E, c'est égal à Q sur epsilon 0 fois S, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur R au carré. C'est ce que nous avons trouvé dans un exercice précédent. Deuxième application, quel est le champ électrique produit par un plan infini chargé uniformément? La densité électrique surfacique, c'est sigma positive. La réponse, voilà le plan. On choisit comme surface de Gauss un cylindre perpendiculaire au plan, comme vous le voyez sur la figure. Là, on a trois surfaces. Première surface de base, qui est ici. Le flux à travers cette base, c'est Φ1 égale ES1. Et on voit bien que ds est parallèle à E. Donc, il y a un flux. La deuxième surface de base, c'est celle-là. Là aussi, on a Φ2 égale ES2. Et enfin, le flux à travers la base latérale, c'est-à-dire le corps du cylindre, elle est nulle. Pourquoi? Parce que ds est perpendiculaire à E. Donc, le flux est égal à 0. Finalement, on a deux flux
pour les deux surfaces de base, mais faites attention, E1 est égal à moins E2, ce sont deux vecteurs directement opposés, donc leurs modules sont égaux, mais ils sont de sens contraire. Donc phi c'est égal à phi 1 plus phi 2, c'est égal à 2ES, c'est égal à la charge intérieure à la surface de Gauss sur epsilon 0. C'est-à-dire que 2 fois ES, le flux à travers les deux surfaces que nous avons ici, la première surface et la deuxième surface, c'est égal à sigma S, ça veut dire la charge que renferme la surface de Gauss sur epsilon 0. La surface de base, c'est égal à pi r au carré, que ce soit celle-là ou celle-là, puisque le cylindre a un rayon R, c'est égal à sigma pi r au carré sur epsilon 0. Alors pourquoi ici pi r au carré? Parce que la charge que contient cette surface de Gauss n'est pas contenue dans cette partie supérieure du cylindre ou dans sa partie inférieure, mais uniquement là où il traverse le plan, c'est-à-dire la charge contenue dans ce disque. Or, ce disque a le même rayon que le cylindre que nous avons choisi, donc sa surface est aussi égale à pi r2, donc ce disque-là porte une charge sigma pi r au carré, et bien sûr sur epsilon 0 qui est égal à 2pi pi r au carré. En simplifiant par pi r au carré, il nous reste E égale sigma sur 2 epsilon 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le champ électrique produit par un plan infini et uniformément chargé, superficiellement, il est uniforme dans tout l'espace entourant ce plan. C'est-à-dire, quel que soit le point qu'on prend au voisinage de ce plan, le champ électrique est constant. Conclusion de ces exemples, on remarque que les résultats sont parfaitement identiques à ceux déjà trouvés dans les paragraphes précédents, mais avec beaucoup plus de facilité, et c'est là tout l'intérêt du théorème de Gauss. Troisième application, quel est le champ électrique produit par une tige de longueur infinie uniformément chargée? On donne lambda la charge linéique. Donc la réponse, la surface de Gauss qui convient à ce cas est celle d'un cylindre de longueur L dont l'axe coïncide avec la tige. Donc la tige est infiniment longue. On doit prendre un cylindre de longueur petit r, de longueur limitée et de rayon petit r. Ce n'est pas la peine de prendre un cylindre infiniment long parce que ça ne mène à rien. Il y a trois surfaces, la surface de base S1, la surface de base S2 et la surface latérale S3, c'est-à-dire celle-là. Le flux à travers toutes les surfaces qui constituent le cylindre de Gauss est la somme des flux à travers chaque surface, soit phi égale sigma des Fi. Pour les surfaces latérales, leur somme est égale à 0, comme nous l'avons dit pour l'application précédente, puisque E et ds sont perpendiculaires, donc cosinus 90 degrés est égal à 0, donc phi égale 0 et phi égale 0. Sur les surfaces des bases S1 et S2, le champ est perpendiculaire au vecteur ds. Donc il n'y a aucun flux qui traverse ces deux surfaces, celle-là et celle-là. Mais par contre, sur la surface latérale SL, si on prend une surface élémentaire ds, le vecteur ds, tous les vecteurs ds sont tous radiaux, c'est-à-dire ils se dirigent portés par le rayon, petit r, comme E. Donc les deux vecteurs sont collinéaires, donc cosinus 0 c'est égal à 1, et par conséquent, le flux c'est égal à l'intégrale de EDS pour la surface latérale. E fois SL, c'est égal à la charge enfermée dans ce cylindre-là sur epsilon 0. Quelle est la charge enfermée dans ce cylindre de longueur L et de rayon petit r?
Sachant que QI égale lambda L et SL égale 2pi RL, c'est-à-dire la surface du cylindre qui est égale à la circonférence fois la longueur. Donc le flux est égal à QI sur epsilon 0, E fois SL 2pi RL, c'est égal à QI lambda L, puisque la charge portée par la portion de la tige de longueur L, cette charge est égale à lambda L. Donc E 2pi RL, c'est égal à lambda L sur epsilon 0, ce qui nous donne E égale lambda sur 2pi epsilon 0 fois 1 sur petit r. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le champ est inversement proportionnel à la distance que sépare le point de cette tige. Autrement dit, plus on s'éloigne de la tige, plus le champ électrique faiblit, devient faible. Quatrième application, quel est le champ électrique produit par une sphère pleine chargée uniformément? On donne ρ, la charge volumique. La réponse, la surface de Gauss qui convient ici est une sphère de rayon petit r. En appliquant le théorème de Gauss, on écrit phi c'est égal à ES c'est égal à QU sur epsilon 0. On va discuter. Premier cas, R supérieur à petit r. Seule une partie de la charge portée par la sphère se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Ça c'est la surface de Gauss et ça c'est la sphère pleine. Donc, cette surface de Gauss porte une partie de la charge que porte toute la sphère, c'est-à-dire ES, E fois 4pi r au carré, puisqu'ici on doit prendre la surface de Gauss, le rayon c'est petit r, c'est égal à ρ V sur epsilon 0, sachant que le volume d'une sphère de rayon petit r, c'est 4 tiers de pi r à la puissance 3. Après simplification, on trouve finalement que le module du champ électrique c'est égal à ρ sur 3 epsilon 0 fois r. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que E est proportionnel à la distance r. Plus on s'éloigne du centre de la sphère, plus le champ électrique augmente, bien sûr tout en restant à l'intérieur de la sphère. Si petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire maintenant la surface de Gauss de rayon petit r englobe toute la sphère de rayon grand R. Donc toute la charge portée par la sphère de rayon grand R se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss de rayon petit r. ES c'est E4pi petit r au carré, puisque c'est la surface de Gauss de rayon petit r, c'est égal à ρ V sur epsilon 0. Mais la charge maintenant qui est enfermée dans la surface de Gauss, c'est toute la charge portée par la sphère pleine. Donc c'est ρ fois 4 tiers de pi grand R à la puissance 3 sur epsilon 0. Ce qui nous donne, E, c'est après simplification, ρ sur 3 epsilon 0, R à la puissance 3 sur R à la puissance 2, petit r. Ça veut dire que E c'est égal à ρ sur 3 epsilon 0, R à la puissance 3 sur R au carré. Donc je reprends ce que j'ai écrit ici. E est inversement proportionnel au carré de la distance petit r. La sphère est comme une charge ponctuelle. C'est comme si on avait une charge ponctuelle de charge ρ fois 4 tiers de pi r à la puissance 3 à l'intérieur de la surface de Gauss de rayon petit r. Petit r égale grand R. Maintenant on prend la surface de Gauss égale à la surface de la sphère pleine. Donc R c'est égal à grand R, la surface de Gauss coïncide avec la surface de la sphère. Donc E c'est égal à ρ sur 3 epsilon 0, R à la puissance 3 sur R à la puissance au carré. Après simplification, je vais obtenir E c'est égal à ρ sur 3 epsilon 0 R. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le champ électrique sur la surface de la sphère est constant, puisqu'il ne dépend pas de petit r comme ici ou bien comme ici. Forme différentielle du théorème de Gauss. La forme intégrale met en relation le flux à travers une surface fermée et la quantité de charge contenue dans la surface en question.
C'est-à-dire, puisque ça c'est le théorème de Gauss, phi est égal à QU sur epsilon 0, la forme différentielle s'intéresse à ce qui se passe en un point particulier. C'est un cas limite dans lequel on fait tendre la surface fermée précédente vers un tout petit volume autour d'un point particulier, comme ce schéma le montre. Ce cube-là, bien sûr, c'est un élément de volume. Il est très petit, il est infiniment petit, bien qu'il soit sur la figure quand même assez grand. Mais puisque les dimensions sont dy, dx et dz, on en conclut que ce volume est infiniment petit. C'est pour ça que nous avons dit un cas limite dans lequel on fait tendre la surface fermée précédente vers un tout petit volume autour d'un point particulier. Par exemple, on l'utilisera lorsque, connaissant l'expression des champs électriques en fonction de x, y et z, on souhaite déterminer la densité de charge en un point particulier. On démontre que l'expression du théorème de Gauss sous sa forme différentielle est cette expression-là. Or ici, on reconnaît l'opérateur divergence. Ça, c'est l'opérateur divergence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Connaissant EX, EY et EZ, on peut déterminer la charge volumique que nous avons ici. C'est ce que nous avons dit ici. Par exemple, on l'utilisera lorsque, connaissant l'expression du champ électrique en fonction de x, y et z, on souhaite déterminer la densité de charge en un point particulier. Par exemple, lorsqu'on a ce point dont les coordonnées sont celles-là. Ρ est la densité de charge volumique. Quelle serait donc l'expression du potentiel électrique? Nous partons de cette expression que nous venons de trouver. On sait que E c'est égal à moins grade V. Sachant que EX c'est moins d rond V sur d rond X, EY et EZ, on les connaît. Si je remplace ici EX, EY et EZ par ces expressions-là, voilà ce que je vais obtenir. Or ça, ce n'est ni plus ni moins que d rond au carré V sur d rond X au carré, etc. c'est égal à moins ρ sur epsilon 0. À cause de ce moins qui est là, on multiplie les deux membres d'équation par moins 1, donc le moins ici va apparaître. Cette relation porte le nom spécial de équation de Poisson. Voilà ce qu'on appelle l'équation de Poisson. Elle permet de calculer le calcul de V si on connaît la répartition de la charge ou l'inverse. Donc si je connais ρ, je peux calculer V. Application 5. Dans une région de l'espace règne un champ électrique de cette forme-là. Trouvez l'expression de la densité volumique de la charge. La réponse, on applique ce que nous venons d'apprendre. La divergence de E c'est égal à ρ sur epsilon 0. Ça veut dire que ρ c'est égal à ρ0. Ça c'est la divergence de E. D'où ρ c'est égal à epsilon 0. Je dérive EX par rapport à X. La dérivée de X c'est 1. Plus la dérivée de EY par rapport à Y. Donc c'est 2. Et je dérive EZ par rapport à Z. La dérivée de 3, c'est une constante, c'est égal à 0. Donc ρ, c'est égal à 3 epsilon 0. Donc un calcul simple, à condition de connaître les opérateurs gradient, divergence, rotationnelle, etc. Application 6, c'est la dernière application. On donne l'expression du potentiel électrique, qui est là. On déduit l'expression de la densité de la charge. Là aussi, c'est la même question. De l'équation de Poisson, on tire la densité ρ de la charge, c'est-à-dire, la voici. Là, on a E, là, on a V. Donc, lorsqu'on a E, on utilise la divergence de E. Lorsqu'on a le potentiel, on utilise l'équation de Poisson pour trouver la charge
la densité ou la charge volumique. Donc, Q sur 4 pi epsilon 0 A à la puissance 3, d'où vient celle-là? Alors, je dérive deux fois de suite V par rapport à X. Donc, ici, la dérivée, c'est 0. J'ai ici un facteur commun, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 A à la puissance 3. Je dérive X deux fois de suite parce que j'ai d rond au carré V sur d rond X au carré. C'est la dérivée seconde. X au carré, je le dérive une première fois, ça me donne 2x. Et lorsque je dérive une deuxième fois, ça me donne 2. La dérivée de y au carré, deux fois de suite, me donne 2, moins la dérivée seconde de z au carré qui est 2. Ce qui me donne Q sur 4 pi epsilon 0 à la puissance 3 qui est un facteur commun, facteur de 2 plus 2 moins 2. Je répète que c'est 2 et moins 2 sont les dérivées secondes de ce terme-là, plus la dérivée seconde de y au carré, plus la dérivée seconde de moins z au carré. C'est égal à moins ρ sur epsilon 0. Finalement, ρ c'est égal à quoi? C'est égal à moins q sur 2 pi epsilon 0 a à la puissance 3. On a simplifié ici par 2. C'est pour ça qu'ici, on a 2. Qu'en est-il s'il n'y avait aucune charge? Cela veut dire que ρ égale 0, puisqu'il n'y a aucune charge. Ça veut dire que la densité de charge est égale à 0. Ça veut dire que cette équation est égale à 0. Cette expression est connue sous le nom d'équation de Laplace. Lorsque vous aurez ce type d'équation, n'oubliez pas que cette équation s'appelle l'équation de Laplace. Elle est surtout utilisée en mécanique des fluides, que vous aurez à étudier ultérieurement. Nous connaissons dans cette équation l'opérateur appelé le Laplacien. Delta, c'est égal à d rond au carré sur d rond x plus d rond au carré sur d rond y au carré plus d rond au carré sur dz au carré. Revoyez le cours sur les vecteurs, vous trouverez tous les opérateurs. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce cours. Donc je vous donne rendez-vous au 8e cours, vidéo numéro 47, où nous verrons la notion de l'angle solide, le dipôle électrique, et on terminera par quelques applications. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce cours vous intéresse. Salut et à bientôt.